Bonjour belles plantes et belles fleurs, c'est Joël, reporter lumière pour la rubrique cheminement et mission de vie. Aujourd'hui, j'ai la joie, dans une journée ensoleillée, d'être avec Gérard Duboeuf, alias Eliseo. Bonjour Gérard. Bonjour Joël. Merci pour notre interview croustillante. Alors Gérard, nous avons fait une première interview déjà en 2020 sur justement le chant, la conscience, voilà, cette activité que tu as toujours dans tes cordes. Et aujourd'hui, on va parler de Gérard qui va être conférencier sur une chanteuse voilà charmante qui est Maria Callas. Alors cette future conférence va se dérouler au conservatoire Massenet à Saint-Étienne. Alors Gérard, j'aimerais en savoir plus sur tes chanteurs ou chanteuses lyriques que tu aimes. Bien sûr, il y a Maria Callas. Pourquoi Maria Callas? Parce qu'elle a une voix, on dit qu'elle a une voix exceptionnelle. Non, elle n'a pas une voix exceptionnelle, elle a une très belle voix. Il y a d'autres chanteuses actuellement ou dans le passé qui ont eu des voix aussi belles qu'elle. Je pense qu'il y avait Renata Tebaldi, il y a eu la Muzio aussi, dont on parle très peu. Mais elle, dans son chant, il y a quelque chose qui passe. Il y a quelque chose de vibrant qui est indéfinissable et elle nous transporte ailleurs. Voilà. Donc il y a Maria Callas, mais pour répondre à ta question, il y a aussi Franco Corelli, il y a tous les chanteurs de ce qu'on appelle la deuxième époque de l'âge d'or de l'opéra. Corelli, Bastianini, en France il y a eu Marcel Journet, il y a eu Massard, Robert Massard, il y a eu des chanteurs qui avaient la particularité d'avoir une diction extrêmement claire, voilà, et qui avait un souffle absolument extraordinaire. Donc là, ce sont tes amours concernant les chanteurs et les chanteuses et de cette époque de l'âge d'or. Alors, Maria Callas, c'est vrai que chacun ou chacune en entend parler. Nous avons toujours un air. Nous pouvons bien sûr revoir également ces chansons sur YouTube. Mais là, justement, comment se porte ce choix et sur Maria Callas? Oui, la question est très intéressante parce que depuis sa mort en septembre 77, il y a eu beaucoup de reportages sur Maria Callas, mais ce sont des reportages sur la diva. La diva, et notamment ses amours avec Onassis, etc. Bon. Je veux montrer une autre Maria Callas. Je dirais une Maria Callas derrière le miroir, ce qu'elle a réellement été. Il y a eu en elle deux femmes. Il y a eu Maria et il y a eu Callas. Je dirais même trois femmes. Il y a eu la diva. Quelle femme voulait-elle être? C'est ça la question. Et c'est ce que je vais essayer de montrer. Où était vraiment Maria Callas? Quel était son choix dès la petite enfance, quel était son choix et comment elle s'est construite. Oui, parce que au-delà de sa voix unique, voilà que nous pouvons entendre, il y a avant tout l'être, comment elle s'est, voilà, tout à fait, s'est forgée, elle s'est construite. Et alors, si tu veux bien justement nous dire comment c'est tes recherches, où est-ce que tu en es dans les recherches? Alors, je recherche beaucoup avec des documents, ces lettres. On sait qu'elle a rencontré Giambattista Meneghini en 47 lorsqu'elle allait chanter son premier rôle en Italie, et que Meneghini, elle s'est mariée avec lui en 49. Il me semble, en 49. Et bon, ils ont vécu jusqu'à 59 ensemble. Mais ce que je vais essayer de savoir, c'est à travers ces lettres qu'elle adressait à Meneghini, l'amour qu'il y avait entre eux. Et de retrouver, ce que je veux montrer, c'est que l'amour qu'elle avait vis-à-vis de Meneghini. Elle écrivait des lettres d'amour absolument folles, vraiment, c'était... certains diront qu'elle recherchait à travers Meneghini. Ils avaient une grosse différence d'âge. C'est pas son père qu'elle recherchait. Je pense pas. Elle recherchait de reconstruire une relation saine qu'elle a eue avec sa mère.
Et c'est là la grosse différence que je vais introduire. Meneghini n'était pas le représentant de son père. Meneghini était le représentant masculin de sa mère, qui l'a toujours exhorté à être une grande chanteuse, qui lui a toujours posé des ultimatums, parce qu'elle-même, la mère Evangelia, voulait être une grande chanteuse. Et elle a transformé le désir de Maria, qui elle-même voulait être dentiste. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Ce qui se passe dans la bouche, elle a transformé en étant chanteuse. Ça se passe dans la bouche aussi. Hein, il y a, voilà. Il y a ce lien. Et oui, il y a un lien. Entre les dents et oui. Et donc, sa mère par exemple, Maria disait, ma mère ne supportait pas que je passe plus de 5 minutes devant le miroir. Il fallait toujours qu'elle travaille. Et Maria a reconnu que ce qu'elle a été, elle l'a été grâce à sa mère. C'est grâce à l'obstination de sa mère qu'elle a eu la voix, qu'elle a eu le répertoire qu'elle a eu pour devenir vraiment la diva qu'elle a été. C'est grâce à sa mère. Mais il y a en même temps une relation de haine vis-à-vis de sa mère. Oui, cette relation mère-fille avec voilà, amour et haine, amour et haine. Ça a coexisté en elle. Voilà. Et donc, à travers cet amour auprès de cet homme que tu nous disais, elle a recherché justement cette relation-là, mère-fille. Voilà. La relation amoureuse, parce que il y avait un clivage par rapport à sa mère. Il y avait de l'amour et la haine. Et la version qu'elle a transformée avec Meneghini. Voilà. Ah, d'accord. Elle a fait fleurir l'amour. L'amour, voilà. Ah oui, qu'elle n'a pas pu faire naître, échanger, puis d'accord, vivre. Voilà, exactement. Ah, d'accord. Donc toi, tu vas nous faire découvrir Maria Callas autrement, la femme, avec bien sûr ses époques douloureuses, avec ses anciens rêves de dentiste, avec sa relation en effet dans la famille, auprès de sa mère, et aussi comment était Maria Callas quand elle était plus jeune? Alors, il y a d'abord un événement qui est passé sous silence. Maria Callas est née le 2 décembre 1923 à New York. Elle est venue remplacer un fils qu'elle a eu, qui s'appelait Vassili, qui est mort à l'âge de 3 ans. Et Evangelia, la mère de Maria, voulait un fils. Et quand le médecin lui a remis Maria dans les bras, elle n'a pas voulu le voir. Et elle l'a laissé sans le prendre dans ses bras pendant plusieurs jours. Et donc, il y a eu déjà une rupture affective pendant toute cette période. Françoise Dolto, la psychanalyste, nous parle beaucoup de ces ruptures affectives quand l'enfant ne peut pas sentir l'odeur de sa mère. Voilà. Donc, il y a eu déjà un rejet de la mère. Voilà. Et son père aussi n'a pas voulu voir l'enfant qui ne représentait pas. Elle voulait un garçon. Elle voulait pour remplacer Vassili. Et puis, il y a eu un épisode quand Maria avait... elle a traversé une rue à New York, elle s'est fait renverser par une voiture, et là, elle est restée pendant 22 jours dans le coma, et un médecin très intelligent a dit à sa mère, elle ne passera pas la nuit. Et oui. Et Maria ne s'est pas réveillée pendant 22 jours. Donc, je pense que ce sont déjà quelque chose qui, à l'intérieur du psychisme, laisse des traces. Donc, elle a été 22 jours dans le coma. Sa mère, donc il y a cette blessure-là du rejet, mais qui est en plus bien concrète, puisque sa mère ne va pas l'approcher, elle n'accepte pas que ce soit une fille, voulant absolument un garçon. Ah oui, donc il y a déjà ces traumatismes-là. Ça s'inscrit dans les neurones, ça s'inscrit quelque part. Oui, dans le corps, dans le cœur, dans les mêmes bien sûr, dans l'émotionnel, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est pas, en fait, chez elle, inné pour la chanson et le chant. C'est aussi, enfin, quelque part, si, puisque bien sûr, c'est un don, elle a une voix unique, exceptionnelle. Mais en même temps, enfin, je veux dire, chez elle, il n'y avait pas ce déclic-là, c'est vraiment sa mère qui l'a poussée. Ah, c'est sa mère qui l'a vraiment poussée, elle voulait en faire une grande chanteuse. Et d'ailleurs. C'est oui, c'est un rêve, et sa mère, Evangelia, dit, Maria, c'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui l'ai faite. Elle a sculpté sa fille. Oui. Elle disait, c'est moi qui ai fait Maria Callas. Eh oui.
Alors c'est vrai qu'elle a donné, elle a été chercher les plus grands professeurs, notamment Elvira de Hidalgo, qui est une grande chanteuse espagnole, qui à l'âge de 16 ans, elle chantait Rosine à la Scala, à 16 ans, le rôle principal. Donc, et Maria était très reconnaissante par rapport à son professeur Elvira. C'est elle qui l'a vraiment formé au chant, qui lui a tout appris de la technique vocale. Mais c'est Maria, c'est Evangela, c'est la mère de Maria qui l'a conduit en Grèce pour aller travailler avec Elvira de Hidalgo. Et oui. C'est passé en Grèce et elles sont aussi d'ailleurs Maria et ses parents sont grecs. Ses parents sont oui. Ont vécu et qu'elle est née à New York. Elle s'appelait pas Calas, c'est le père de Maria qui a fait transformer son nom en Calas, mais leur vrai nom c'est Kalogeropoulos. Ah bon? Oui, c'est Kalogeropoulos. Est-ce qu'il y a une signification quand on dit Kalogeropoulos? Je sais pas. Au jour d'aujourd'hui. En grec, Kalos, ça veut dire beau. D'accord. En grec ancien, je sais pas en grec. Il y a déjà de ça. Hein? Oui. Ah oui, d'accord. Très bien. Dans son adolescence, tu m'as dit justement que, eh bien, il y avait elle avait du poids. Donc, elle était énorme parce qu'elle mangeait beaucoup, voilà. Elle était laide pendant l'adolescence. Elle avait des grosses lunettes. Elle est pas arrivée comme ça. Elle était boutonneuse. Non, mais elle était. Ah oui. On a peine à croire, c'est très difficile de se dire qu'elle a une enfance et un physique un peu disgracieux. Disgracieux, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'elle a tellement la grâce, bien sûr aussi, une beauté qui émane. La Calas que l'on connaît, qu'on voit sur les photos, c'est une Calas après 54 ou 55, où elle est amaigrie. Personne n'a jamais su comment elle avait amaigri, mais elle est devenue fine, elle est devenue élégante. Ah oui. Et toi, dans tes recherches, est-ce que tu retrouves des textes de cette époque où peut-être qu'elle l'a partagé, elle se sentait mal, ou est-ce que tu as retrouvé peut-être des photos? J'ai retrouvé des textes qu'elle écrivait au début de son mariage avec Meneghini. Parce qu'au début de son mariage, elle est partie plusieurs fois au Mexique, etc., en laissant Meneghini chez lui à Vérone, puisqu'il était chef d'entreprise. Il devait faire tourner l'entreprise, et donc elle lui écrivait beaucoup sur son physique, sur ses difficultés, mais elle lui disait tout son amour, et lui aussi Meneghini lui disait qu'il l'aimait passionnément. C'était malgré son physique et qui était très désagréable. Ah oui. Eh bien, donc il y a une véritable transformation physique et puis en elle. Il y a eu une transformation. On sait pas. Je me rappelle plus exactement les dates, mais c'est à peu près vers 53, 54, 55 qu'elle a perdu énormément de poids, dont d'ailleurs ils ont fait des choux gras dans la publicité en disant qu'elle avait mangé les pâtes de je sais pas trop quelle. Oui. On sait pas ce qu'elle a fait. Personne ne le sait. D'accord. Et toi, à quoi tu t'intéresses justement dans son chemin de vie? On est dans la rubrique. Justement de particulier. Est-ce que tu as fait des trouvailles, qui t'ont, ouvert d'autres portes sur Maria Callas? Maria Callas, elle a vécu avec Meneghini, son mari, jusqu'en 59. Bon, Meneghini lui a servi d'agent. C'était lui qui négociait les contrats. Bon, elle l'aimait follement. Et lui aussi, il l'aimait follement. Apparemment, il y a une destruction de leur rapport à partir de 57, où lui, eh bien, il l'a poussé à chanter encore plus, dans beaucoup plus de théâtre. Et lorsqu'elle a rencontré Onassis lors de la croisière d'août 59, eh bien là, elle s'est lâchée, on va dire, avec Onassis, qui lui se foutait complètement de Maria Callas, chanteuse. Et là, Maria a découvert une autre
Maria Callas a découvert une autre Maria, une Maria avec l'enfance qu'elle aurait souhaité avoir, parce que bon, il faisait beaucoup, elle voyageait beaucoup avec Onassis, et il l'aimait beaucoup. C'était une autre vie. Elle ne chantait presque plus. Elle passait beaucoup de bon temps. Ils étaient riches. C'était deux Grecs les plus riches du monde. Hein. Lui, il était grec, elle était grecque aussi. Il voulait toujours avoir une diva avec lui. Donc là, elle s'est retrouvée. Elle a commencé à vivre. Elle a commencé à vivre. Avec quel âge environ Elle avait 36 ans, je crois. Quand elle s'est mis, non, avec Onassis. Mais Onassis, bon, il l'a trompé aussi avec Jacqueline Kennedy. Et c'est malheureusement, c'est par les journaux en 68 qu'elle a appris qu'Onassis s'était marié avec Jacqueline Kennedy. Et là, ça a été commencement de la décrépitude complète. Mais là, elle a commencé à vivre. Alors, je dirais qu'il y a la milieu de vie qu'elle n'avait pas vécu jusqu'à présent. Elle aussi, dans une interview, elle dit, mais on m'a imposé le chant, on m'a imposé cette voix. Si j'avais eu à choisir, je l'aurais pas fait. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Ouais, et oui. Elle n'avait pas plutôt rêvé de cette vie-là, en fait. Oui, elle aurait rêvé de cette vie-là, mais je pense que Meneghini aussi, il la poussait beaucoup à chanter, il accumulait les contrats, et puis négociait les contrats à des prix absolument fantastiques. Maria Callas était la diva du monde entier, et pour l'avoir, les théâtres étaient prêts à lâcher des millions et des millions de dollars, et lui faisait monter les enchères. Voilà, et donc il fallait chanter beaucoup plus, toujours encore plus, et ça devenait insupportable pour Maria Callas. Je reviens sur le fait que quand elle a dit « je n'aurais pas fait ce que j'ai fait », c'est-à-dire qu'elle a pris du recul et qu'elle était un peu écœurée de certains passages de sa vie, mais que le chant, en fait, c'était toujours en elle et que c'était toujours sa passion? Ou est-ce qu'elle s'est dite, à ce moment-là, ah non, moi, ce que je veux pas, ce qu'elle voulait pas faire, c'était le chant, en fait. Elle a chanté parce qu'on l'a poussée là-dedans. Elle n'aurait pas chanté, alors? Elle n'aurait pas chanté. Elle n'aurait pas chanté. Elle n'aurait pas chanté. Si on l'avait pas poussée là-dedans, elle n'aurait pas chanté. Ni sa maman et ni l'un de... Elle a jamais su s'opposer à sa mère. Elle a jamais pu s'opposer à sa mère, Evangelia. Donc c'était pas son désir. Non, c'était pas du tout son désir. Elle avait des capacités parce que quand elle faisait la traversée entre la Grèce et New York, le capitaine du bateau, il faisait. Voilà, tout le monde, c'était un petit peu la petite princesse parce qu'elle avait une voix extraordinaire. Voilà, donc elle avait déjà une voix à cette époque-là. Elle avait quelque chose. Voilà, mais d'elle-même, elle n'aurait jamais rentré dans cette carrière, jamais. Donc c'est l'extérieur qui l'a emmenée sur scène et fait connaître. Oui. Ouais, d'accord. Elle n'aurait jamais voulu faire cette carrière-là. C'est la vraie vie, elle l'a connue, la vraie vie, enfin vivre, elle l'a connue avec Onassis. Voilà, enfin elle l'a connue. Onassis l'a bien trompé aussi avec Jacqueline Kennedy, avec d'autres d'ailleurs. Voilà, mais là elle vivait, elle était heureuse, elle chantait beaucoup moins, et c'est là où sa voix a commencé à décliner, parce que comme elle chantait beaucoup moins, elle s'entraînait moins, et donc sa voix commençait à décliner. C'est à partir, on va dire, de 1960 que sa voix a commencé à décliner. Voilà. Et est-ce que tu as poussé tes recherches aussi pour justement, est-ce que à un moment elle a fait une pause dans sa carrière, Maria Callas? Oui, elle a fait une pause forcée quand elle a connu Onassis. C'était ce moment de pause. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a chanté un petit peu à Covent Garden, elle a chanté à l'Opéra de Paris, elle a chanté, voilà. Bon, elle a donné quelques opéras. Le dernier opéra, je crois, c'était en 65, il me semble, de tête. Elle n'a pas fait de grandes pauses, de vraies pauses, en fait. Quand elle était avec Meneghini, elle n'a fait aucune pause. Elle n'a fait aucune pause. La seule pause qu'elle a faite, c'est quand elle a accepté l'invitation d'Onassis de partir sur son yacht, voilà.
Elle voulait pas. Elle voulait pas. Lui, il a dit, ah, ça te fera du bien, etc. Et c'est sur le yacht que qu'elle a commencé à avoir des relations avec Onassis. Onassis la connaissait depuis 57. Ils s'étaient rencontrés déjà à Venise en 57. Mais c'est sur le yacht qu'elle a trompé Meneghini avec Onassis. D'accord. Ah oui. Mais c'était la seule pause qu'elle a faite. Ouais. C'était la seule pause. Ouais, la alors de temps en temps, ils avaient acheté une ville à Sirmione. Elle la laisse reposer sur les bords du lac de Garde à Sirmione. Mais enfin, ça durait pas longtemps parce qu'il fallait qu'elle répète, oui. Ouais. Ah, du coup, il y a eu du travail sans cesse, même donc à travers son histoire d'amour avec ce monsieur. Et tous les deux étaient grecs. Ouais, c'est super intéressant. Et justement, quand bien sûr, les années passent après avec leur couple et puis après leur séparation avec ce monsieur dont je ne saurais jamais dire le nom. Battista Meneghini. Battista Meneghini. Et du coup, comment elle aborde après sa voix et puis sa vie surtout? Parce que... Mais sa voix était une décrépitude lente après les années 60. Oui. D'ailleurs, elle a essayé de reprendre en 73 avec Di Stefano, Giuseppe Di Stefano. Oui. Ils ont fait une tournée. Ils ont commencé, je crois, en Allemagne. Ils sont allés au Japon. Cette tournée a été partiellement filmée. Mais c'est une catastrophe en 73. Mais c'est une catastrophe. Bon, ils ont été applaudis parce à cause de ce qu'ils étaient, mais pas parce qu'ils ont chanté. On voit Di Stefano qui force, Callas aussi qui a des difficultés énormes pour sortir les aigus. C'est vraiment la foulée autour d'eux, vraiment les encens, mais c'est par rapport à leur image et non pas leur image réalisée. Ah oui. Et tiens, oui. Bon après, c'est sûr que chaque époque est différente et bon, ils l'ont fait, sans donner leur conseil. Et on parle du chant, mais en fait, si elle dit que on l'aurait pas poussée à faire ça, qu'est-ce qu'elle aurait aimé faire à part dentiste? Est-ce qu'on connaissait ces autres justement? Non, il y a pas. Est-ce qu'on savait vraiment là où elle aimait, là vraiment des activités qu'elle aimait ou Maria Callas a dit un jour il devrait y avoir un ministère pour défendre les enfants, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire et qu'ils soient pas à la merci des désirs des parents. Elle a dit tel quel. Donc on ne sait pas ce qu'elle aurait voulu faire. Certainement qu'elle elle aurait voulu d'abord avoir une enfance heureuse. Elle n'a pas eu d'enfance heureuse. Et après, quand elle était avec Meneghini, peut-être a-t-elle été heureuse. Voilà. Mais après, quand elle a connu Onassis, elle était heureuse un certain temps. Et puis quand Onassis est mort, je crois en 75, après c'était la décrépitude la plus profonde. Elle est restée enfermée chez elle à Paris. Elle voulait voir plus personne. Quand ses amis lui téléphonaient en disant ah non, je peux pas tel jour, voilà. Donc elle passait son temps chez elle à regarder la télé, à regarder des. On connaît pas ses goûts préférés musicaux, ses films préférés. Elle aimait bien regarder des westerns à la télé et elle réécoutait ses enregistrements sans cesse en disant c'est moi qui chantais comme ça, c'est moi qui chantais comme ça. Elle était toute surprise dans la mélancolie de se dire j'ai été cette femme-là, j'ai été cette femme-là. C'est extraordinaire, ça. Vraiment. Oui. D'accord. Donc, on n'en sait pas plus. Il y avait une osmose avec une région, avec la nature, avec, non. Avec, je sais pas, le tricot. Je dis ça comme ça. Non. Ah, d'accord. On n'en sait pas plus sur cette plus, c'était, non, il y avait le chant, elle a été mise dans le chant par sa mère, elle a été incapable de s'opposer à sa mère, elle a fait cette carrière tout en disant, elle a tout mis dans la carrière. Mais si j'avais su, si j'avais pu, j'aurais pas fait ça. Elle a consacré donc une partie de sa vie au rêve de sa maman, à travers justement la réalisation du rêve de sa maman. Et après, bien sûr, pour son ancien compagnon qui l'a poussé, Qui l'a poussé, oui, bien sûr. D'accord. Et alors, comment elle a justement, en prenant de l'âge, on peut prendre de la sagesse. Et elle, comment ça s'est passé alors, avec les années qui passent? Est-ce que
Je sais pas. Elle a laissé des écrits. Elle a laissé Non, un non, livre. non. Elle a Une rien. interview. Elle avait quelques interviews Oui. à la télé, Oui. mais elle n'a rien laissé Elle au s'est dévoilée. écrit. Aucun écrit. Il y a deux personnes, je pense, Oui. qui la connaissaient bien. Oui. C'était son maître d'hôtel Ferruccio et sa femme de chambre Bruna. Bruna, qui la connaissait, qui l'accompagnait depuis 30 ans à peu près, et qui était avec elle à Paris, qui était le jour où elle est morte. C'est eux qui l'ont trouvée dans sa salle de bain. Eux, je pense, ils savent tout de Maria Callas. Ils savent tout. Mais je sais pas s'ils ont écrit leurs souvenirs. Je sais même pas s'ils sont encore en vie. Je sais pas. Ouais. Et est-ce qu'on connaît les noms de ses meilleurs amis, IES ou IS? Il y avait une pianiste. Il y avait une pianiste qui était je me rappelle plus son nom, qui était sa meilleure amie. Il y a eu aussi une grande pianiste, Janine Reiss, qui était répétitrice, chef de chant à l'Opéra de Paris, qui était très proche d'elle. Et qui elle répétait chez elle à Paris, 36 avenue Georges Mandel. Et d'ailleurs, Maria Callas dit, Janine Reiss dit, quand j'ai vu apparaître Maria Callas devant moi, c'était une grande diva, mais très loin d'elle, très loin de. Ah oui, elle ne pensait pas qu'un jour être confrontée à Maria Callas et faire chanter Maria Callas. Enfin, c'était quelque chose. Et elle a loué le professionnalisme de Maria Callas. Elle s'arrêtait sur chaque note, sur chaque. Ah oui, c'était un gros travail. Chaque fois qu'elle devait chanter, elle étudiait beaucoup. Elle voulait rentrer dans le personnage. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'après, quand elle est perfectionniste, très perfectionniste, elle fait ses recherches pour le personnage pour coller à la peau. Pour coller vraiment à la partition ce que a voulu faire le compositeur et rentrer dans le personnage lui-même. L'autre soir, j'écoutais un enregistrement de Maria Callas, Butterfly, le grand air et une bel di vedremo. Bon, qu'est-ce que dit? Un bel di vedremo, son mari avec qui elle est partie, un officier de marine américain, il est parti, bon, et elle regarde, elle dit, un jour on verra, il reviendra. C'est quelque chose de peut-être de joyeux. Et dans Maria Callas, dans sa voix, on entend une mélancolie. À la fois, elle chante quelque chose, des paroles qui devraient être porteurs d'espoir, et en même temps, on entend dans la voix de Maria Callas une grande mélancolie. Et je crois que c'est ça. Maria Callas, je dirais, c'est pas une chanteuse, c'est une comédienne qui chante. C'est une comédienne qui chante. Enfin, quand on l'entend dans Lucia della Mer à Berlin dans 55, mais c'est à pleurer tellement elle incarne le personnage, mais c'est extraordinaire. Quand on pense qu'à Berlin, quand elle donnait des représentations en 55, les gens ils couchaient dehors devant le théâtre pour avoir des billets. Donc elle n'a jamais été égalée. On rencontre des personnages comme ça une fois par siècle. Oui. Et je crois que sa professeure, Elvira de Hidalgo, lui a apporté énormément quant à la technique vocale. Mais il y a un enregistrement où on demande à Elvira de Hidalgo comment vous l'avez fait travailler, et quand elle parle des notes de passage entre le registre de poitrine et le registre de tête, comment on travaille. Elle a dit non, elle a jamais voulu dire son secret. Et je crois qu'il y a un gros secret là-dessus, comment elle passait de la voix de poitrine à la voix de tête, mais on n'a jamais su quelle était. Ah oui, donc c'est un mystère qui reste là. Mais il y a une chose quand même qui est particulière, parce que quand on l'entend dans un concert à Hambourg en 62, on voit bien, elle fait Carmen, et quand la musique commence, et on voit sa bouche qui prend la forme de ce qu'elle va dire. C'est-à-dire que le résonateur de la bouche, elle commence à être dans le personnage en formant un résonateur avec sa bouche de manière particulière qui va avec ce qu'elle va dire. Il y a une alchimie chez elle. Il y a une alchimie. Il y a quelque chose qui est très alchimique. D'accord. Ouais. Ah bah c'est très exceptionnel ce que tu nous dis là. En tout cas, c'est croustillant, hein, c'est passionnant. Dis, pour toi, Maria Callas, qu'est-ce que justement elle incarne
Bon, à part bien sûr la chanteuse. Voilà, comme ça. C'est la perfection. Et puis elle a, je dirais qu'elle a réhabilité tout un répertoire que l'on ne chantait plus ou qu'on ne savait pas chanter, justement, parce qu'elle était dans le personnage et qu'elle a trouvé le fil qui fait vivre ces personnages-là. Mais c'est un personnage hors norme. C'est un moi quand j'écoute Maria Callas, je suis profondément submergé d'émotions. Submergé. Ça me le fait pas avec d'autres chanteuses. Je chante bien, elle a une belle voix. Techniquement, comme pourquoi elle chante bien, je dis ce que je ressens. Mais avec Maria Callas, il y a quelque chose de plus. Et justement, on parle de Maria Callas et puis ce qui te touche, ce qui est touchant. Et toi, justement, c'est quelle chanson Maria Callas que tu aimes? Oh, moi, je l'aime bien dans Verdi, dans Puccini. Je l'aime bien aussi dans Bellini. J'aime bien Bellini. Elle chante merveilleusement bien. Bellini, I Puritani, quand on l'entend Puritani, quand on l'entend dans Lucia de la mer Mort, c'est quelque chose qui est absolument effarant. C'est effarant. Moi, j'ai des tas de disques, j'ai Lucia, j'ai en plusieurs exemplaires, mais je n'écoute qu'avec Maria Callas. Et quand on a écouté avec Maria Callas, on peut pas écouter d'autres versions. Même des grandes, même des Montserrat Caballé, non, on peut pas. C'est pas possible. C'est les versions de référence. D'accord. Ben, merci pour cette présentation de ton travail, de ce que tu vas créer justement en conférence. Ça fait vraiment voir une autre Maria Callas que celle qui est sur scène, comme tu as dit, est comédienne et bien assurée, et avec sa voix divine justement. Et ben oui, la conférence, la date va arriver. Oui, je pense j'aimerais avant la fin de l'année 2023 pour sceller un petit peu l'année le centenaire, voilà. Ouais, de Maria Callas. C'est vrai, là, ça fera vraiment son anniversaire. Oui. Ce sera un beau cadeau. Et puis je voudrais la réhabiliter parce qu'on on lui a tellement tapé dessus aussi. Il y a eu l'affaire de janvier 58 où elle devait chanter à l'Opéra de Rome devant le président Gronchi et elle a chanté le premier acte et après elle a abandonné, elle a dit j'abandonne et à ce moment-là tout le monde est parti, le président Gronchi aussi, il est parti parce que elle avait quelque chose à la gorge, elle pouvait plus chanter et on lui en a voulu, on l'a attaqué, on l'a traîné plus bas que terre, vraiment c'était alors on dit qu'elle était capricieuse, non elle n'était pas capricieuse, elle est comme tout. Quand on demande de chanter et qu'on peut pas, quand ta main à gorge, elle était réaliste. Oui, voilà. Mais on lui permettait rien, on ne lui permettait rien. Plus on monte haut, plus c'est difficile de rester haut. Et vraiment, il y a eu des cabales contre elle. Voilà. Et c'est pour ça qu'après, elle est venue vivre à Paris, parce qu'à Paris, on l'a laissée tranquille. Voilà. Ah, bien. C'était un autre accueil. Oui. Ah oui, c'est vraiment. Merci pour justement ce commencement, voilà, de début de conférence que tu donneras. Alors j'invite justement ceux qui vont nous écouter, nous regarder. Donc cette conférence aura lieu au Conservatoire, mais c'est sous l'égide de l'association Alizé, les Amis de l'Art Lyrique de Saint-Étienne. Voilà, et j'invite tous ceux qui sont intéressés à venir nous rejoindre. Tout à fait, le message est bien passé et passe bien. Voilà, pour les amoureux, amoureuses, pour ceux qui sont curieux et puis qui veulent en savoir plus sur Maria Callas. Les calassophiles, on va dire. Les calassophiles. Ouais, c'est très bien. Donc, à vous, bon entendeur, les calassophiles, chères belles plantes et belles fleurs. Pour toute information, je mettrai le mail de Gérard Eliseo, justement. Et comme vous l'avez bien compris, c'est Gérard Duboeuf. Et j'ai aussi une interview avec Irène Duboeuf. Voilà, poétesse écrivaine. Donc, vous allez pouvoir en savoir plus pour l'un et l'autre. La complétude. Merci. Merci à toi, Merci Gérard. Joël. Merci. Merci du fond du cœur.